Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Je suis Jean-Fils Aimé. Vous l'aurez remarqué, on a changé de décor pour une édition spéciale. Le 7 juillet dernier, je vous avais promis que je ne laisserais jamais mourir de sa belle mort cet assassinat crapuleux qu'a subi le président haïtien dans sa chambre privée, dans sa résidence privée. Vous me direz que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État en exercice a été assassiné. Vous avez raison. Mais lorsque je vous aurais rappelé que pour les peuples noirs, pour les peuples d'afro-descendants, quand je compte bien, depuis les années 50 à nos jours, c'est plus de 21 chefs d'État qui ont été assassinés, tandis qu'ils exerçaient un pouvoir légitime. Ça commence à en faire beaucoup. Le problème, ce n'est pas seulement qu'ils soient assassinés en exercice, mais c'est parce qu'à chaque fois, on tourne la page comme une banalité, on tourne la page comme un fait divers. Le temps me manquerait si je devais citer les noms de chacun de ces chefs d'État qui ont été assassinés, qui ont été sauvagement abattus. Mais je veux, en ce jour, prendre le temps de faire mémoire de leurs noms. Je veux prendre le temps de me souvenir d'eux. L'exercice que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui, c'est un exercice qui devrait intéresser toute personne qui a soif de justice. C'est un exercice qui devrait intéresser toute personne éprise de l'autodétermination des peuples, car c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'une collectivité a élu un président ou un premier ministre, n'est-ce pas, pour qu'il exerce son mandat, on s'attend à ce que lui ou elle puisse exercer ce mandat sans subir aucune pression, sans subir aucune menace. Le 7 juillet dernier, je vous avais promis que jamais ne laisserais-je mourir de sa mort le souvenir de cet assassinat crapuleux, celui qu'a subi le président Jovenel Moïse. En cherchant à faire mémoire de l'assassinat du président Jovenel Moïse, je ne suis pas en train d'oublier, encore moins d'éteindre le souvenir d'autres personnes, et elles sont nombreuses, qui ont été assassinées soit en Haïti ou ailleurs dans le monde. Je veux aussi qu'on fasse mémoire d'elles. Mais l'assassinat de Jovenel Moïse a été un assassinat emblématique, un assassinat de trop. Et il faut marquer le coup pour qu'on ne fasse plus ces genres de bêtises chez nous. Ce qu'il y a de triste, ce qu'il y a d'affligeant dans le cas de ces plus de 20 assassinats, c'est qu'à chaque fois on tourne la page, on s'en va en élection, ou alors à la place du défunt, on place un fils, on place l'épouse, question de légitimiser le meurtre. Il faut que ça s'arrête là. Il faut profiter de l'assassinat de Jovenel Moïse pour saisir tant les entités nationales haïtiennes ou les entités internationales de ce crime. Il faut enquêter. Il faut mettre la main au collet de ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à cet assassinat pour qu'on dise une fois pour toutes, basta. J'espère donc que vous allez, n'est-ce pas, rester attentif à l'émission d'aujourd'hui. Elle se veut spéciale. Spéciale non seulement par le sujet, mais spéciale par l'invité que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau. Merci d'être déjà là. Faites-nous part de vos réactions, envoyez-nous vos questions et nous allons en tenir compte. Nous ne pourrons pas les poser toutes, vous aurez compris, mais nous en tiendrons compte. Déjà, dès l'annonce de notre invité, vous avez fortement réagi et faites-moi confiance, j'ai tenu compte d'un certain nombre de questions que vous souhaiteriez poser à notre invité. D'entrée de jeu, je veux faire un certain nombre de précisions. Je vous l'avoue, celui que je vais recevoir sur le plateau de Lumière sur le monde d'aujourd'hui n'est pas celui que j'aurais aimé recevoir. Celui que je vais recevoir n'a jamais eu de charge publique. Il n'a pas à rendre des comptes. J'aurais aimé pouvoir recevoir le père de mon invité. C'est lui qui eut un mandat. C'est lui qui
à solliciter de la population haïtienne une charge publique. Donc, si je l'avais eu comme invité, je lui aurais demandé des comptes. Précisons cela. Celui que je vais recevoir, c'est son fils. En acceptant mon invitation cet après-midi, son intention est claire. Il veut parler de son père, il veut faire mémoire de son père, et c'est son droit. Et de deux, il veut réclamer justice pour son père. Mon rôle à moi, c'est de me rappeler que mon invité n'a jamais eu de charge publique. Il n'était pas un élu, donc je ne peux pas lui demander de dresser le bilan de feu son père. Pas plus que je ne peux lui faire porter le chapeau de son père. Vous m'avez soumis un certain nombre de questions, les unes plus intéressantes que les autres, et je me suis rendu compte que parfois on oublie cela. Mon invité n'est pas son père, il n'a jamais été élu. Et la deuxième précision, elle est de mise aujourd'hui, c'est que je ne suis pas payé pour l'entrevue. Cela veut dire que j'ai toute la liberté, j'ai tout le recul qu'il faut pour lui poser toutes les questions que j'estime importantes. La ligne que je vais suivre est la suivante, me garder à la fois de l'arrogance, me souvenir que mon invité, c'est quelqu'un qui est en deuil, il a perdu son père, donc on a besoin, et moi le premier, de faire montre d'empathie. Et la deuxième ligne que je dois suivre, c'est de poser toutes les questions que vous auriez aimé lui poser. Je vais donc être, si vous le permettez, être votre porte-parole. Les réponses qu'il va nous fournir seront siennes, ce ne seront pas les miennes. Je ne suis pas neutre, mais je serai objectif. Personne n'est neutre en réalité. Je ne suis pas neutre parce que je condamne le crime de son père. Je ne suis pas neutre parce que j'ai mes propres préjugés par rapport à ce qui s'est passé. Mais fort de mes préjugés, je vais m'efforcer de lui poser toutes les questions qu'un analyste aimerait lui poser, tout cela pour vous édifier. Ce qui me ferait plaisir, c'est qu'au terme de l'édition d'aujourd'hui, vous vous disiez, vous avez entendu toutes les questions que vous auriez aimé poser à mon invité et vous avez entendu ses réponses et ce sera donc à vous de tirer votre conclusion. Encore une fois, merci d'être là. On observe une pause et au retour de la pause, je recevrai donc mon invité sur le plateau. À tout à l'heure. Merci d'être toujours là, mesdames, messieurs. Nous sommes de retour de la pause. J'ai donc le plaisir d'accueillir sur le plateau de Lumière sur le Monde aujourd'hui Monsieur Joverlin Moïse, à qui je dis bonjour. Bienvenue sur le plateau de Lumière sur le Monde, Monsieur Joverlin Moïse. Bonjour, docteur Fils-Aimé. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir converser avec vous ce matin. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs, vos téléspectateurs et auditeurs haïtiens ou étrangers. Alors, on va avoir une bonne conversation. Merci. D'abord, souffrez que je vous présente mes condoléances pour l'assassinat de votre papa, mes condoléances personnelles, celles de mon équipe, celles, je dois dire, de tous les Haïtiens et de toute personne sensée. À l'assassinat de votre papa, j'ai reçu beaucoup de messages de sympathie et de condoléances de la part de nos frères et sœurs africains. Je vous les transmets en direct ce matin. Nos condoléances les plus émues. Merci, c'est vraiment apprécié. Je profiterai aussi de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs africains qui, on va en discuter très prochainement, bien sûr. Mon père, nos frères et sœurs africains avaient une place spéciale dans le cœur de mon père. Il voulait, avant la fin de son mandat, effectuer une tournée africaine. On va dire ça comme ça, il voulait que je l'accompagne à l'époque. Donc, voilà. On espère qu'on va avoir la solidarité africaine aussi pour pouvoir avancer avec notre dossier judiciaire. Monsieur Joverlin Moïse, je voudrais lancer l'entretien de ce matin par une question simple. Qui était votre papa? Parlez-nous de Monsieur Jovenel Moïse. Merci beaucoup, docteur Fils-Aimé, pour la question. En fait, il faut dire pour le commun des mortels, Monsieur Jovenel Moïse a été un président pendant les 4 et 6 mois, les 86 mois qui viennent de s'écouler. Mais pour moi, pendant 29 ans, il a été un père. Il a été un père aimant, un père de famille responsable, un père très proche de ses enfants, une personne aussi remplie de bonté, remplie d'amour, une personne qui était toujours à la disposition de
de sa communauté, qui voulait toujours aider, qui avait cette volonté d'être utile, qui voulait porter la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, qui voulait représenter ceux qui n'étaient pas représentés au plus haut niveau de l'État. Je pourrais même parler d'une anecdote pour justement présenter un peu l'ampleur que mon père il a eue sur sa communauté avant même le fait qu'il avait pensé à faire de la politique active. Je me rappelle, je pense, de 2010, tout de suite après le séisme, et je conduisais une petite voiture, une Volkswagen, et j'ai eu une femme, j'étais avec ma conjointe, elle était encore complètement. Et puis voilà. Vous étiez à Port-au-Prince? J'étais à Port-au-Prince dans la commune de Carrefour. J'ai vérifié la zone pour voir s'il y avait un mécanicien disponible. J'ai trouvé 2 mécaniciens. Ils ont décidé de remplacer la pièce défectueuse. Et ensuite, voilà, ils ont réparé la voiture. Et moi, j'étais comme senior, il va falloir que je paie ces messieurs. J'ai vu comment ils ont travaillé dur. Et puis, j'ai demandé à un des mécanos combien ça fait. Et il m'a répondu, est-ce que vous êtes bien le fils de Nénel? Je dois vous dire, Nénel, c'est pour les membres de la famille et les amis. Donc, c'est Jovenel Moïse, alias Nénel. Exactement. Donc, je lui ai dit, oui, pourquoi cette question? Il m'a dit, je ne vais pas recevoir d'argent. Vous n'êtes pas au courant de la quantité de biens, de services que ton père il a rendu à la communauté ici. Et là, on est à Carrefour. On est à Carrefour, on est en 2010. Donc, il n'y a pas question de politique ou quoi que ce soit. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples juste pour vous montrer à quel point il était très proche de sa communauté. Il voulait vraiment aider. Et c'est une personne qui avait beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie positive à donner aux autres, malgré qu'il était souvent fatigué, souvent épuisé. Il travaillait souvent beaucoup trop, à mon avis. Mais il avait toujours là, cette disposition d'esprit pour pouvoir aimer les autres, premièrement, et les aider aussi selon les besoins. Vous nous avez présenté un père qui était très engagé dans sa communauté, un père mécanicien aussi lui-même, de par sa formation. Je sais qu'il a étudié la mécanique au Canada haïtien, je l'ai appris tout récemment. Quand est-ce que, dans votre souvenir de fils, vous êtes quand même le fils aîné du président Jovenel Moïse, quand est-ce que vous avez appris ou que vous avez su que Monsieur Jovenel Moïse, votre papa, s'intéressait à la politique élective d'Haïti? Il faut dire, officiellement, il me l'a appris au tout début même. Il n'était même pas encore candidat, il allait poser sa candidature. Il m'a fait rentrer, j'étais déjà à Montréal pour mes études. Il m'a fait rentrer, je pense que j'ai passé 24 heures maximum en Haïti, justement pour m'informer de sa volonté de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Mais il faut dire que j'étais étonné, oui, j'étais étonné, mais en même temps, en prenant du recul et en regardant un peu plus la personne, il faut dire que c'était la suite logique des choses. Je pense pour lui, ça a été une opportunité. Il a compris tout de suite qu'il pourrait aider sur une plus grande échelle la communauté qu'il aidait à Carrefour. Donc là, il pourrait aider le pays en général. Il pourrait représenter, on va dire, le commun des mortels, le peuple, ceux qui n'ont pas de représentants nécessairement. Donc voilà, lui, il a tout de suite, on va pas dire sauté sur l'occasion, mais il nous a concerté d'abord. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il m'a fait rentrer de Montréal. Exactement, il m'a appelé pour me dire quelque chose de très important. Et là, nous sommes en quelle année? On est en 2015. D'accord, à la fin du mandat de Michel Martelly. Exactement. Parce que c'est pour ça que l'année est importante pour nous, parce que dans votre parcours père-fils, vous dites oui, il était engagé au niveau de la communauté, mais il vous a littéralement appelé en 2015, vous étiez Exactement. À Montréal, vous demandant de rentrer en Haïti pour vous faire l'annonce de sa candidature. Parce que c'est important. L'histoire, c'est que Michel Martelly, en 2015, était le président sortant, est allé le chercher pour faire de lui son poulain. Avec le recul, là, connaissant les qualités et les faiblesses de votre papa, nous en avons tous eu, avec le recul, était-ce une bonne chose de dire oui à cette sollicitation à lui lancée par Michel Martelly pour se lancer en politique? Oui, je dirais oui. Je pense que ça a été une bonne décision dans le fond.
On en a discuté, hein. On en a discuté, on a passé la soirée à discuter justement cette fameuse nuit où il m'a appris qu'il allait justement se présenter dans les prochaines élections présidentielles. On a discuté par rapport au pour et au contre. Mon père, il m'a inculqué ces valeurs dans le fond. Il pense toujours, et moi aussi, il pense, quand il est face à une situation qui paraît plus grande que lui, euh, il a une façon d'analyser la situation pour savoir quelle décision prendre. D'abord, il pense. Il pense à toutes les éventualités. J'imagine sûrement pas qu'il n'a pas pensé qu'il serait assassiné après 4 ans. Vous pensez qu'il y 6 mois. pensait? Non, je pense pas. D'accord, très bien. Personnellement, je pense On va pas. revenir à cette question. Exactement. Mais D'accord. il a étudié les éventualités, il a réfléchi par rapport à la question, et il a concerté les membres de sa famille, y compris moi. Et ensuite, il a planifié. Il s'est dit, on va dire que je deviens président de la République. Qu'est-ce que je vais faire avec ce pouvoir, avec ce mandat dans le fond, ce mandat de 5 ans? Quels seraient mes objectifs? Quelles réformes que je vais pouvoir faire pour justement soit poser les bases pour le développement? On ne développe pas un pays à l'intérieur de 5 ans. Donc, ça prend quand même des bases assez solides. Et ensuite, une fois que cette réflexion terminée, bon voilà, on passe à l'action. Je me porte candidat. Et ça n'a pas été une décision simple à prendre, où il faut dire que les retombées aussi ont été très difficiles. Il est parti après, je pense, pendant 22 mois. Il a été en campagne. Ça a été une longue campagne. Exactement. Il a fait le tour du pays plusieurs fois. Il a rencontré. Il a pu. Je pense que ça a été un avantage aussi parce qu'il a pu rencontrer le peuple dans son état naturel. Il a pu. Oui, il connaissait tout le pays. Exactement. Il a pu voir les gens que les caméras, normalement, des journalistes ne s'intéressaient pas ou ne montrent pas. Donc, lui, il a pu, on va dire, s'imprégner des besoins des autres, les Haïtiens. Tout le monde sont des vrais Haïtiens, j'allais dire des vrais, pas des vrais. Et comprendre qu'est-ce qu'il va devoir faire, justement, pour améliorer la situation des gens qui ne sont pas vus par la société. Okay. Vous dites que votre papa, lorsque le président Michel Martelly est venu le solliciter pour lui succéder, a pris le temps de penser au pour et au contre. Vous venez de me parler des pour. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire du mandat de 5 ans pour lancer le développement. Enfin, à quel contre a-t-il pensé? Qu'est-ce qu'il percevait dans cette offre-là comme handicap, comme difficulté à surmonter en ce moment-là, ou a posteriori, lorsque vous repensez à certaines réponses qu'il avait, à certaines réflexions, comment vous pourriez synthétiser les handicaps qu'il percevait alors? Pendant son mandat, il nous a toujours dit qu'il savait que ça allait être difficile de diriger Haïti, mais il ne pensait pas que ça allait être aussi difficile. Donc, oui, il a regardé les comptes, mais peut-être il l'a regardé à sa juste valeur par rapport aux informations qu'il avait, exactement, parce qu'il n'était pas encore président, il n'était pas encore rendu au palais national, il ne côtoyait pas encore, on va dire, le système corrompu qui existe en Haïti. Et il faut dire aussi qu'Haïti a une longue histoire d'amour avec la corruption, malheureusement. Donc, ça a tout de suite été très difficile pour lui, dès les premiers mois, quand il a voulu, justement, démarrer ces réformes pour voir que l'intérêt des gens qui l'entouraient majoritairement n'allait pas dans le bon sens ou dans le même sens que ses intérêts ou les intérêts qu'il avait pour le peuple. Donc, en termes de contre, dans le fond, il savait que ça allait premièrement lui séparer de sa famille, il nous en a parlé. C'est pour ça qu'il m'a dit, je te fais rentrer personnellement pour te dire que ça va être ma décision, mais ça va changer ta vie. Ok? Donc, il nous l'a dit. Moi, à cet instant, je pensais qu'il blaguait. Genre, je ne peux pas changer ma vie, je suis à Montréal, je suis Jovenel Moïse, je fais mes affaires, je fais tes affaires. Mais ça a complètement changé ma vie. Premièrement, pendant les 4 ans et 6 mois, et jusqu'à présent. Donc, comme je le dis toujours à ma conjointe, j'aurais pu, si mon père n'était pas le président de la République et s'était fait assassiner de la même manière, j'allais quand même me constituer partie civile, j'allais quand même poursuivre les potentiels responsable de ce crime. Mais il se trouve que d'abord c'est mon père et ensuite c'est mon président. Donc je fais l'action juridique sur le plan personnel en tant que fils, mais je le fais aussi en tant que citoyen. Donc là encore, ça touche encore à la vie. Il y a un aspect particulier que je voudrais aborder avant de passer à autre chose. Pour nous les Haïtiens, c'est évident, mais pour nos amis de par le monde,
qui ne connaissent pas la sociologie haïtienne, c'est important de camper le portrait des deux personnages qui se sont rencontrés en 2015. Le président sortant, Michel Martelly, c'est un président de Pétionville. Et avec la sociologie coloriste d'Haïti, il faut dire les vraies choses, nous sommes d'anciens esclaves et le teint de peau a beaucoup d'importance. Le président Michel Martelly est de teint clair. Votre papa est de l'arrière-pays. Il est du patelin de mon père à moi, du Trou du Nord, donc il est de la paysannerie. A posteriori, était-ce déjà une mésalliance? Que ce soit le président Michel Martelly, le Pétionvillois, le gars qui habite dans les hauteurs, qui disent à votre papa, l'haïtien de la paysannerie, comme mon père d'ailleurs, je pense que vous devriez vous lancer en politique et je vais vous donner mon soutien. Y avait-il déjà quelque chose d'insolite dans l'offre ou bien était-ce une belle offre? Est-ce qu'on peut qualifier l'offre de belle? Je vous dis, même pas parce que mon père, lui, il a toujours aimé, tout comme moi, il m'a inculqué ses valeurs aussi. C'est un homme très, très, très autonome. Okay? Il aime faire ses affaires dans son coin. Il aime gérer ses affaires personnellement. Et il aime aussi, tout comme ses échecs, s'il échoue, il prend la responsabilité. Mais en même temps, s'il réussit, il prend la responsabilité aussi. Okay? J'ai travaillé dur pour, puis voilà ce que j'ai accompli. Donc il avait cette fierté, premièrement, dans sa façon de faire avec les membres de sa famille. Il avait aussi cette fierté dans sa façon de faire avec, plus tard, avec, on va dire, ses confrères politiques. Donc, il y avait une offre, oui, mais il y avait aussi la décision personnelle, exactement. Donc, lui, comme je l'ai dit auparavant, lui, il a vu, non pas pour lui une chance personnelle d'accepter cette offre, mais c'est une chance de pouvoir aider sa communauté à une échelle beaucoup plus élevée. Est-ce que ça allait nécessiter, on va dire, des sacrifices? Bien sûr, il le savait. Si on parle d'alliance, oui, on peut parler d'alliance comme vous venez de le mentionner. Mais j'ai dit mes alliances. C'est-à-dire l'alliance d'un gars de Pétionville avec un gars de Trou du Nord. Je suis très humaniste. Je suis bien sûr, bien imbu de la sociologie haïtienne. Je comprends parfaitement les différences de classe coloriste et de classe, oui, bien sûr, de peau qui existent en Haïti. Ça a commencé bien avant mon père, puis ça va continuer après mon père. Malheureusement. Pendant encore des dizaines d'années. Mais je suis humaniste. Moi, je vois toujours, avant de qualifier une personne de blanc ou de noir, je vois d'abord la personne elle-même. C'est l'entité, les valeurs intrinsèques de la personne. C'est ce qui m'intéresse. Et j'imagine pour mon père aussi, oui, l'ex-président Michel Martelly venait de la classe dont il venait. Oui, mon père venait de la classe dont il venait aussi. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il a vu au début. Lui, il s'était dit, écoute, c'est une opportunité de servir. Exactement, de servir. Et lui, comme il l'a dit à maintes reprises pendant plusieurs discours, il était le président de tout le monde. Il était le président des paysans qui avaient la même couleur de peau que lui, mais il était aussi le président des gens qui vivaient à Pétionville. Des classes possédantes. Exactement. Il était le président de tout le monde. Ils se faisaient tous appeler haïtiens. Alors, il était président d'Haïti, il était président de tout le monde. Parlons des classes possédantes. Votre papa a eu une très longue campagne de près de 24 mois, puisque le président Michel Martelly a quitté le pouvoir selon la Constitution en 2015 et votre papa sera assermenté de mémoire en février 2017, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est quand même 2 ans de campagne. Comme haïtien, j'étais surpris et je vais voir si vous partagez ma surprise de voir que la campagne de votre papa était financée justement par ces classes possédantes. Exemple, lorsqu'il y a eu ces fameux ouragans dans le Grand Sud, je me souviens, Mathieu, je me souviens de toutes ces marchandises, de toutes ces denrées avec lesquelles votre papa est arrivé, non président encore, pour aider les gens du Sud, je veux bien, mais tout le monde savait, et les classes possédantes ne s'en cachaient pas, que cette campagne-là
étaient financées par elles, ces classes possédantes. Avec le recul, sachant que ce sont ces classes possédantes qui ont financé la campagne de votre papa, n'était-ce pas justement un pacte avec le diable? Je vous pose la question. Pour répondre à la question, on va faire une mise en contexte rapide pour que les étrangers surtout puissent comprendre la réalité haïtienne pendant les 50 dernières années. Il fut un temps, la classe possédante d'Haïti, comme vous l'appelez, c'était une classe d'affaires extrêmement importante comme elle l'est encore aujourd'hui. Mais la relation de cette classe avec les politiciens haïtiens était complètement différente. Il fut un temps que ce qu'elle a été pendant les 10 dernières années, ou même les 20 dernières années. Il faut dire qu'il fut un temps, cette classe affaires attendait quelque chose de la part des politiciens haïtiens, attendait quelque chose de la part du gouvernement, des avantages fiscaux, des avantages douaniers, ou quoi que ce soit. Ils attendaient quelque chose. Mais à un moment donné, au cours de notre histoire moderne, les rôles se sont inversés. Cette classe n'attendait plus rien de la part des politiciens. Au contraire, les politiciens travaillaient pour elle. Ont commencé à travailler pour cette classe. Okay? Donc, c'était des employés. Puis cette classe, justement, on va dire, finançait automatiquement toute campagne politique. Cette classe, justement, s'attendait depuis les années 2000, pour préciser. Exactement. Bien sûr. S'attendait aussi, bien sûr, qu'une fois cette personne qui était en campagne, bien sûr, qui s'est fait financer par eux, va suivre, on va dire, leur directive, va leur obéir, va les obéir, je sais pas. Va se soumettre à elle. Exactement. C'est elle les vrais boss. Exactement. Donc, est-ce que mon père, pendant la campagne, avait le choix de se laisser direct ou indirectement financer par cette classe? C'était déjà... Quelle est votre réponse à votre propre question? Votre papa avait-il le choix de se laisser? C'était déjà c'était une donnée incontournable? Je ne veux pas dire une donnée incontournable, c'était déjà une habitude politique. D'accord. Okay. Et il faut dire aussi, cette classe, pour les gens qui n'ont pas connu mon père, avant 2015, avant qu'il s'était présenté en tant que candidat à la présidence, mon père était, on ne va pas dire très proche de cette classe, mais il faisait déjà affaire avec cette classe. Oui, parce que votre papa, à un moment donné, était même président de la chambre de commerce, là. Exactement. Donc, c'était un homme d'affaires réussi. Exactement. Il a commencé très jeune. Jeune adulte, il faisait déjà des affaires. Début des années 2000, c'était déjà un homme d'affaires très réussi, surtout dans les régions. Avec ses bananeraies. Oui. Exactement. C'est pour ça que tout le monde n'en parlait pas, parce qu'il était justement dans les régions, il était surtout dans le nord-ouest et le nord-est. Donc, il avait déjà une relation, on va dire, commerciale avec ces gens-là, ok? S'il veut acheter, je sais pas, peu importe ce qu'il veut acheter, parce que ces gens-là, ils vendent absolument tout. Donc, il devrait justement avoir une bonne relation, comme par exemple pour les financements, parce qu'ils sont aussi propriétaires des banques. Donc, voilà, donc ça n'a pas été pour lui un choc pendant sa campagne, on va dire. Donc, ces gens-là étaient des habitués de votre papa, puisque votre papa fut un homme d'affaires. Exactement. Et la classe possédante, ou les classes possédantes, parce qu'il faut faire des nuances, sont propriétaires de banques, etc. Et votre papa, donc, les connaît. Si vous voulez être un homme d'affaires réussi en Haïti, vous devez chemin. Voilà, bien sûr. Il faut automatiquement passer par ces gens. Donc, lui, il connaissait déjà. Très bien. Votre papa est un entrepreneur. Il a été très jeune, selon ce que vous me dites. Vous-même, vous vous présentez comme une famille d'entrepreneurs. Mais un entrepreneur dans un contexte haïtien, dont les origines sont paysannes, on va dire les vraies choses, dont la couleur de peau est foncée, qui doit faire affaire avec ces classes possédantes, on va dire les vraies affaires, dont la couleur de peau est plus claire que celle de votre papa. On va dire les vraies affaires, les rapports n'ont pas toujours été faciles. Est-ce que votre papa vous parlait de ces rapports avec ces classes-là avant qu'il ne soit devenu candidat à la présidence? Oui ou non? Oui. Et en quel terme en parlait-il? On a eu ces conversations plusieurs fois, avant même qu'il soit candidat. Exactement. Candidat à la présidence, et même après. Il faut dire, avant,
en fait, accentuer sur un point que moi, je l'ai déjà dit, je suis humaniste. Okay? Moi, je ne vois pas vous voyez l'humain. Exactement. Moi, c'est l'humain tout le temps. Mais ceci étant dit, partout sur la Terre, on a vu que des gens se sont comportés comme étant supérieurs par rapport à d'autres. Et Haïti n'en fait pas exception. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Donc, mon père, dès le début, quand il faisait déjà des affaires, mais il voulait passer à l'étape supérieure. Je me rappelle toujours de cette histoire parce que ça m'a toujours très touché en tant que personne. Okay? Et je lui ai dit que moi, j'allais peut-être pas avoir cette patience, la patience qu'il a eue à cette époque. Et je peux pas me situer dans le temps, mais c'était à l'époque où il devait trouver un financement pour une usine de traitement d'eau. Il est allé à Port-au-Prince. Exactement, il est allé à Port-au-Prince, exactement, solliciter un prêt. Et avec, on va dire, plusieurs va-et-vient, sans résultat. Donc on vous roule dans la famille. Il a pu trouver un financement. Un soi-disant rendez-vous pour faire examiner son dossier par une personne au placé de la banque parce que c'est quand même une somme assez importante qu'il demande à emprunter. Donc, on va dire que ce sont les cadres de l'institution financière qui s'occupent d'analyser ces genres de dossiers. Donc voilà, il arrive, moi je le répète, il arrive au bureau de la personne qu'il m'a pas donné le nom, je sais pas pourquoi, j'y pense maintenant. Il arrive et il me dit que la personne lui dit, mais écoute, votre plan comptable est pour c'est qui votre analyse financière? Beaucoup de gros mots après ont été utilisés. Et il m'a dit qu'il était devant la porte du bureau, la personne ne l'a même pas donné la chance de s'asseoir au bureau. Et la personne a lancé il a lancé le dossier au visage. Le dossier avec tous les documents. Et lui, il m'a dit qu'il a gardé son calme, il est resté humble et sage, et il a ramassé ces documents. Et il a demandé à la personne, il a dit à la personne, je vais opérer des changements dont vous m'avez mentionné. Quand est-ce que je pourrais revenir? Donc lui, il était, on va dire, extrêmement motivé par la réalisation de ses rêves. Maintenant, est-ce qu'il a éprouvé une il n'était pas amer au souvenir de cette scène terrible? Non. Quand il vous racontait ça, c'était... Il nous racontait pour qu'on soit conscient de quel pays on vit. Exactement. Donc, c'est pour ça, moi, je veux que les gens ils puissent comprendre c'est quelle personne qui se cachait derrière le 58e président d'Haïti. C'était un homme extrêmement équilibré. Je vais vous poser une question difficile. Je sais que c'est une question difficile. Vous me donnerez la réponse qui vous paraît juste. Question de crédibilité vis-à-vis de mon auditoire, je dois vous la poser. Okay. Vous êtes au courant de toutes ces rumeurs selon lesquelles votre papa, au fait, en se rapprochant de ces classes possédant majoritairement atteint à peau claire, faisait du blanchiment pour votre papa, selon ces rumeurs-là, faisait du blanchiment pour ces gens-là. On est allé jusqu'à remettre en question l'authenticité de ces bananeraies qui est censé avoir fait les beaux jours des entreprises de votre papa. Je dois vous poser la question, vous répondrez. Votre papa, oui ou non, faisait-il du blanchiment pour ces gens-là? Docteur Fizeme, je vous réponds sincèrement, mais je fais une mise en contexte. Oui. Moi, personnellement, la façon que mon père m'a élevé, et la façon qu'il a élevé chacun de ses enfants, pendant les 4 ans et demi qu'il a été au pouvoir, ou même pendant qu'il a été, les 2 ans qu'il a été en campagne, il ne nous a jamais permis, mais je vous dis, il n'a jamais permis de loin ou de près de frôler la corruption. Jamais, jamais. Tout ce que moi je lui amenais comme dossier ou possibilité commerciale à l'international, comme projet, quelque chose qui pourrait être fait pour le bien du peuple, hein, pour l'avancement de l'économie du pays, dès qu'il y avait une zone grise, il était complètement en désaccord à l'idée et des fois il était même devenu complètement en désaccord avec la personne qui véhiculait l'idée. Exactement. Donc, c'est juste pour vous dire. Premièrement, c'est cette personne que moi, je connais en tant que père. Okay? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait mon père pendant les 4 ans et demi qu'il a été président? Pourquoi, moi, je me pose la question, je peux poser la question à tous les téléspectateurs et auditeurs aussi. Pourquoi
comment ça s'est arrivé qu'il a pu mettre en colère ces gens-là? Donc, c'est juste pour dire que à un certain niveau, mon père, on va dire, probablement pendant sa campagne, ou même quand il faisait des affaires avant la politique, il connaissait ces gens-là, il connaissait la classe économique, on va dire, dont on parle depuis quelques minutes. Mais arriver à blanchir de l'argent pour ces gens-là, premièrement, comme vous l'avez mentionné, vous avez parlé de rumeurs. Moi, j'ai vu mon père travailler. J'ai vu mon père ne pas avoir le temps pour passer du temps avec ses enfants. Je me rappelle, j'étais à Port-de-Paix, j'étais encore gamin. Dans le nord-ouest du pays. Le nord-ouest du pays, exactement. Bien sûr. J'allais encore à l'école, mais les vacances s'approchaient. Je rentrais de l'école, il n'était pas là. Il travaillait. J'allais dormir un peu plus tard, dès que j'aurais la chance pour avoir justement le temps de le voir rentrer. Bien sûr. Il n'était toujours pas rentré. Des fois, j'entendais les portes craquer ou grincer vers minuit. Après, j'entendais encore la voiture redémarrer vers 3 heures du matin. Il n'était jamais là. Et je me rappelle, pendant les vacances, je lui ai dit, papa, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi. Donc, et vous aviez quel âge? J'avais peut-être 8 ou 9 ans. Je lui ai dit, et on parlait souvent de l'histoire, c'est pour ça que je m'en rappelle aussi clairement comme si c'était hier. Je lui ai dit, je pense que la meilleure façon pour moi de passer plus de temps avec toi, c'est d'aller travailler avec toi. C'est d'être employé. Il m'a dit, est-ce que tu penses avoir le courage de pouvoir? Je vais essayer, je vais te suivre, je vais y aller. J'ai pas tenu 24 heures, hein. Je me suis endormi quelque part sur le chantier, puis il a dû me chercher pendant des heures après pour me ramener à la maison. Donc, j'ai beaucoup de difficultés, premièrement, en tant que fils, à imaginer cet homme dont je viens de vous décrire, qui est un si dur travailleur, blanchir de l'argent pour des personnes corrompues. Et j'ai beaucoup de difficultés aussi en tant que citoyen haïtien, quand on prend un peu de recul, qu'on ne se laisse pas berner par ce qui a été raconté dans la presse pendant les 4 à 5 dernières années. J'ai beaucoup de difficultés à penser que cet homme-là était en train de blanchir de l'argent pour des corrupteurs, pendant que lui, il battait la corruption. Jovenel Moïse, merci pour ce portrait de votre papa. Nous sommes le 7 février. Votre père vient d'être assermenté en tant que président d'Haïti. Quel souvenir avez-vous de ce jour-là? Vous étiez à la sermentation de votre papa? Oui, bien sûr, on y était, tous les membres de la famille. Il y avait aussi des amis de la famille. C'était comme un mariage à l'époque parce qu'on rencontrait des membres de la famille qu'on n'avait pas vus depuis. Et puis, voilà, je me rappelle un matin, on s'était habillés ensemble, on s'était rencontrés à la résidence officielle de mon père. Et puis voilà, on est parti au Palais National. C'était ma première fois au Palais. Et voilà, c'était tendu. Il a fait un discours justement que je pense qu'il n'a pas été assez écouté parce que dans son discours, il a mentionné ses réformes, dans son discours, il a mentionné sa vision. Et après les conversations qu'on a eues en famille, il nous disait clairement que ça va être long, il va y avoir beaucoup de turbulences, mais voilà, qu'il comptait sur nous pour rester premièrement de très bonnes personnes, mais surtout professionnels. Et il nous a surtout, nous, les enfants, encouragés ou même ordonnés à un certain point de rester concentrés sur nos carrières respectives. Pas question de venir faire de la politique, parce que je fais de la politique. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne journée. Et puis on savait que c'était le début de quelque chose et il allait falloir aussi qu'on soit prêt justement à vivre cette étape de la vie. Et jamais votre papa ne vous a proposé un rôle ou une fonction officielle dans son gouvernement, dans son administration? Non, jamais. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, parce que il estimait que la politique était extrêmement dangereuse. Il estimait aussi que c'était un jeu, il y avait beaucoup de corruption. Il ne voulait pas que ses enfants y touchent direct ou indirectement. À l'époque où j'ai commencé naturellement à travailler avec des étrangers, trouver des projets qui seraient intéressants pour pouvoir l'aider justement dans les grands projets, on va dire comme ça, les grands chantiers.
Et il m'a toujours fait comprendre que oui, tu peux venir avec les projets, mais pas question de t'imprimer de ce projet comme c'est toi qui vas le réaliser ou quelque chose du genre, parce que non, on ne va pas faire ça. Et au tout début, c'était très clair dans sa tête. Et il nous l'a fait savoir, clairement. Et après, c'était pas difficile, parce que nous, on s'est dit, ben, écoute, voilà, on savait que c'était temporaire aussi, ça allait durer que 5 ans. Puis après, il va falloir exister, il va falloir justement, sans ne pas devenir corrompu, on va dire ça, avoir la possibilité de continuer à mener notre vie, un niveau de vie assez respectable. Donc, on savait aussi que c'était le moment de travailler, mais de mettre les bouchées douces. Votre papa avait pour promesse phare de combattre la corruption, parce que j'avais rencontré votre papa à Montréal, il était de passage à Montréal et j'étais sollicité par l'ambassadeur d'Haïti à Ottawa pour être le maître de cérémonie de votre papa à Montréal. Il était l'invité de Justin Trudeau à un G7 et même dans ce discours qu'il a prononcé à une salle communautaire haïtienne à Montréal, il avait dit le combat de sa vie allait être la corruption. Il avait toujours répété que Haïti a 5 problèmes: corruption, 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 corruption. Et je disais, l'une des promesses phares de son papa, c'était l'électricité 24 heures sur 24, 2 ans après son assermentation. Quand vous repensez à tout cela, était-ce une promesse en l'air? Parce que il y a des gens dans ce pays qui sont grassement payés pour fournir de l'électricité, et on sait que ce qu'ils ont fourni, le mot est mien, c'est du blackout. En promettant de l'électricité 24 heures sur 24, votre papa ne savait-il pas qu'il allait heurter un mur? Comme je l'ai dit au début, mon père avait toujours comme réflexe, quand il est face à une situation qui paraît délicate, il avait toujours comme réflexe d'abord d'y penser. Il a pris son temps, il a pris des jours, des semaines, il pense. Il planifie, il regarde les étapes à suivre, et ensuite il passe à l'action. Donc la déclaration même, ou cette promesse pour dire que ce serait possible d'électrifier le pays après 24 mois, il l'avait planifié et il savait que c'était possible. C'est techniquement possible. Haïti, c'est pas pour les personnes qui nous... C'est 27 000 km². Ben oui, c'est tout. C'est tout. C'est une ville. Okay? Donc, il savait que c'était possible. Il savait que techniquement, c'était possible. Il fallait aller chercher les alliés ou les compagnies qui avaient la capacité, justement, de réaliser ce projet. Et il savait aussi à un certain niveau que ça allait être difficile, qu'il allait avoir un mur, qu'il allait avoir des gens qui ne seraient pas contents. Mais comme il a toujours dit, les ennemis du peuple sont automatiquement mes ennemis. Pourquoi je dis les ennemis du peuple? Parce que même moi, en tant que citoyen, et j'invite toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui à se questionner là-dessus. Quel mal l'électrification 24 heures sur 24 pourrait faire à une société? Quel mal? Sauf que pour les gens qui bénéficient de ce système de blackout à grands frais, cela leur ferait du mal. Puisque c'était sa promesse phare, les 27 000 km², selon vos dires, c'est faisable d'électrifier ça en 24 mois. À partir de quel moment vous commenciez à vous rendre compte que, oh là là, mon père, par cette promesse, qui est une bonne promesse aux yeux du peuple, avoir du courant électrique 24 heures sur 24, c'est beau. À quel moment votre père s'est-il rendu compte que là, on commençait à lui mettre des bâtons dans les roues? Quel souvenir avez-vous de ça? Oh, moi, je me rappelle, les turbulences ont commencé au début de l'année 2018. Et on va dire en février 2018. Ça veut dire un an après l'année, on va pas dire parfaite, mais la meilleure année du mandat de mon père était entre le 7 février 2017 à février 2018. Ça a été ses jours de grâce. Exactement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces conseillers de l'époque lui ont dit, écoute, en tant que président de la République, il ne faut pas être aussi accessible, il ne faut pas parler tous les jours, il faut être rare, il faut être présidentiable. Ils utilisaient ce mot.
Et laissant entendre qu'il ne l'était pas. bien sûr. Mhm. Donc, on lui a conseillé justement d'être moins présent, d'être plus concentré, on va dire, sur les travaux qu'il devrait effectuer que d'être devant Les les caméras. caméras continuellement. Et ils l'ont dit aussi, laissez donc Le Premier ministre. exactement, ou même Au le cabinet. travail, au porte-parole, justement, de travailler là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre février 2018 à juillet 2018, à l'intérieur de 5 mois, 5 à 6 mois, ils l'ont complètement diabolisé. Le fameux président que tout le monde était justement content d'avoir au pouvoir était rendu un démon, était rendu un diable. C'est Tout le monde toxique. exactement. Et c'est à peu près à cette même époque, je pense que mon père, il avait fait la promesse de l'électrification 24 heures sur 24. Et il faut dire aussi, là, je ne rentre pas dans les détails juridiques qui pourraient nuire à l'enquête sur l'assassinat de mon père, mais je parle de faits, d'informations publiques dont tout le monde dispose. Il y a plusieurs personnes qui s'étaient manifestées ouvertement pour dire qu'eux autres, ils ne vont jamais permettre que quelque chose de ce genre arrive. L'électrification 24 heures. Et puisque vous dites que c'est de l'information publique, si vous dites non, c'est correct, est-ce que vous vous sentez autorisé à les nommer, ces personnes-là? J'évite à citer des noms, personnellement. Très bien. Mais je devais vous poser la question. Non, il n'y a aucun D'accord, problème. très bien. Il y a aucun problème. Mais je crois aussi que mes confrères, surtout haïtiens, citoyens haïtiens, Pourront ils savent retracer exactement, les ils savent noms. exactement de Oui. quelle période que je parle et de quelle déclaration que je parle. Je me rappelle aussi qu'il y a un chef d'entreprise en Haïti qui s'était dit, il avait dit publiquement aussi, qu'il préférait devenir pauvre au lieu de laisser mon père terminer son mandat. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Donc, parce que quand même, on parle plus de menaces, on ne parle plus de suppositions, on parle de faits. Il a bel et bien été assassiné le 7 juillet. On va y arriver. Votre papa aussi, pour la vérité et pour l'histoire, à un moment donné dans son mandat, à tort ou à raison, a été décrié. Moi, d'ici, je revoyais ces scènes transmises par les médias haïtiens où on traitait votre papa de tous les noms. Est-ce qu'à ce moment-là, et là on voyait la manifestation monstre dans les rues réclamant son départ et le fameux 6, 7, 8 juillet. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Oui. Vous étiez en Haïti ou bien à l'étranger? J'étais en Haïti. Aviez-vous eu peur ce jour-là que votre père perde le pouvoir en cette fameuse fin de semaine? Il y a eu une espèce de sursaut collectif et on cherchait votre papa pendant quelque temps. Vous le saviez, mais le citoyen lambda ne le savait pas. Est-ce qu'à ce moment-là déjà, vous réalisiez que, oh là là, si ça devait se répéter... Je pense que là, on parle de juillet 6-7 juillet 2018. On parle de la première grande crise, dans le fond. Écoute, le monde cherchait mon père, mais lui était chez lui. J'étais à quelques minutes de la résidence de mon père. J'ai pris ma voiture avec quelques agents de sécurité que j'avais à ma disposition. J'ai été le voir le jour même. On a discuté. Bizarrement, il était tout seul dans sa grande salle de conférence. Il était tout seul, il n'y avait pas de... Voilà, les personnes qui normalement devraient être autour de lui pour gérer une situation de crise, ils n'y étaient pas. Et ça, on va en parler. Exactement. Donc, on a parlé de la situation, moi je lui ai dit tout de suite que ça c'était une première crise parce que justement, les 6 derniers mois, les gens parlaient de toi, les gens disaient ce qu'ils veulent et ils t'ont déjà transformé en monstre. Donc, tu deviens automatiquement le symbole de tous les problèmes haïtiens. Donc, l'haïtien, lui, il va pas, c'est la réaction normale d'une société. Ils vont pas creuser, ils vont pas chercher à comprendre s'ils se font manipuler ou pas. S'ils avaient compris qu'ils se faisaient manipuler, la manipulation ne serait pas réussie. Donc, c'était ça le jeu. Donc, les gens, ils se sont tout de suite tournés vers mon père à partir du moment qu'ils avaient des difficultés. Et il faut dire aussi, pour mettre cette situation en contexte, mon père venait juste d'augmenter, c'est pas lui qui venait dans le fond, c'était une décision le prix du carburant. Le prix du carburant. Donc,
tout ça ensemble, mais je pense que c'était la première crise que mon père, il a compris. Bon, probablement, c'est le début on va dire, d'une succession de crises, ce qui, c'est mal exactement. Donc, comment maintenant réaliser les réformes, comment maintenant réaliser les objectifs qu'il projetait de réaliser. Exactement, au milieu de ces crises. Et il a tout de suite compris que ce n'est pas quelque chose qu'il allait pouvoir arranger du jour au lendemain. Pourquoi? Il faut dire que la situation lamentable, je me permets d'utiliser ce mot, la situation difficile dont notre peuple, notre cher peuple haïtien est victime depuis maintenant des décennies, exactement, comme je le dis depuis des décennies, donc c'était déjà pareil avant même que mon père il arrive à la présidence. Donc il y avait déjà la situation sociale, économique très précaire, et ensuite il y avait maintenant les gens qui étaient contre les politiques de mon père, qui allaient amplifier cette situation, qui allaient utiliser cette situation comme maintenant une arme politique. Parce qu'ils croyaient clairement à la déstabilisation politique pour pouvoir faire un coup d'État, comme ils l'ont fait avec plusieurs présidents avant mon père. Donc, ils étaient sûrs de leur coup. Ils savaient que avec des crises continuelles, avec ce qu'on a appelé les fameux pays LOC, tous les 90 jours. Alors, j'explique, je contextualise parce qu'il n'y a pas que des Haïtiens qui nous écoutent. Pays LOC, le verbe LOC, c'est un anglicisme pour dire que on ferme le pays. Et c'est une formule qui a été utilisée par les gens de l'opposition pour faire comprendre à votre papa que eux, ces gens de l'opposition, n'aimaient pas ces réformes ou n'aimaient pas son administration. J'ai une question pour vous. Et je me dois de vous la poser parce qu'on doit avoir une entrevue crédible. Votre papa, oui, prétendait dans ses discours combattre la corruption, mais on a l'impression aussi de notre côté que votre papa, oui, bien sûr, il citait des noms. Puisqu'il les citait, je peux les citer. On a l'impression que votre papa menait un combat contre deux familles parmi les familles possédantes. Les Haïtiens connaissent ces noms-là, Boulos, Vorbe, etc. Mais de l'autre côté, votre papa continuait à accorder des prébendes et des privilèges à d'autres familles. Bidjo, exemple. Je vais poser la vraie question. Vers la fin, hélas, du mandat de votre papa a fait don de grandes superficies de terre à Bidjo, sous prétexte que les Bidjo allaient planter ces hectares de terre etc. L'impression qu'on a, c'est que votre papa avait un sens très sélectif de son combat contre la corruption. Je ne vous demande pas de nous rendre des comptes du mandat de votre papa. Vous n'êtes pas votre papa, vous n'êtes pas un élu, je le rappelle, mais quelle est votre réponse à cette question-là que les auditeurs et auditrices posent? Oui, en fait, d'abord, il faut dire que les personnes, mon père, il n'a jamais pointé du doigt des gens ou des familles pour les constituer ennemis. Il n'a jamais appelé personne ennemi. Au contraire, dans ses discours aussi, et personnellement, il nous en parlait tout le temps. Et c'est sa façon de faire, c'est son tempérament. Il voulait tout le temps trouver un terrain d'entente. Il cherchait la solution qui allait pour tout le monde. Mais quand, on va dire, sa vision par rapport aux intérêts du peuple, quand les intérêts du peuple dérangent quelques familles, dérangent quelques personnes, mon père, il a eu le choix, et il a fait, selon moi, le bon choix de se mettre de se ranger du côté du peuple. Parce que c'est quand même le peuple qui l'a mis en tant que président. Et le peuple l'a mis justement pour se faire protéger. Donc, lui, il s'est mis du côté du peuple. Si on revient sur la réforme de l'énergie, comme j'ai posé la question tantôt aux téléspectateurs et auditeurs, l'énergie accessible à tout citoyen ne peut pas faire du mal à une société. Ça ne peut que faire du bien. Donc, automatiquement, c'était un combat pour le peuple. Mais il y avait du monde, je vais citer des noms, je ne vais pas les citer, qui sentaient que c'était, on va dire, un combat contre eux. Donc, automatiquement, ces gens-là étaient rendus des ennemis du peuple. Et mon père, lui, il l'a toujours dit haut et fort, les ennemis du peuple sont mes ennemis. Maintenant, néanmoins, pour revenir à la deuxième partie de votre question, est-ce que mon père avait une certaine partialité dans sa façon de faire? Je dirais que non. Il faut dire d'abord que on vient de parler de la classe affaires dans les questions précédentes. La classe affaires est
j'espère qu'un jour ça va changer, que la classe affaires, il va y avoir de la place pour tout le monde. Il va y avoir donc une redistribution des richesses. Exactement. Votre papa disait, petit reste là, c'est pour le peuple-là. Le petit reste était pour le peuple. Voilà. Donc, faire affaire en Haïti, ou même quand c'est le gouvernement qui décide de faire affaire avec les personnes mieux placées, qui ont compris par exemple le secteur d'activité, le corps de métier dont ils voulaient faire des réformes, c'était obligatoirement travailler direct ou indirectement avec certaines de ces familles. Mais est-ce une raison pour leur faire des dons? Est-ce qu'il les a fait des dons? Il me semble que ça a été prouvé que Bidjo a reçu des hectares de terre de la part de votre papa. Si vous me trompez ou si les médias se trompent, corrigez-nous. Question, en fait, point très important, comme vous le connaissez parfaitement bien, et pour nos auditeurs, surtout à l'international, en Haïti, ils considèrent le président comme étant leader. Et moi, je vous l'ai dit, je vais vous le dire tout de suite, j'ai vu mon père en tant que président pendant 4 ans et demi et les 2 ans de campagne. Il n'a pas tous les pouvoirs du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions qui sont placées justement pour prendre certaines décisions, des fois sans même l'aval du président. Ok? Donc, des fois, il y a des mises en disposition qui se font pour des familles, pour X ou pour Y, ou des décisions. Des franchises. Exactement. Le président peut être le dernier à en être informé. Ça arrive souvent. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut être un point intéressant pour mieux comprendre la situation. Et je vais revenir encore avec le même élément de réponse d'avant, c'est que est-ce que c'est, on va dire, ces dispositions, ces terres que le gouvernement haïtien, que les institutions haïtiennes avaient mis à la disposition de cette famille, on ne peut pas citer, oui, mais Gilbert Bidjo, est-ce que c'était pour un quelconque projet de futur? Est-ce qu'on n'était pas au courant de toute l'information? Ça se peut. Moi, ce que j'évite de faire, surtout quand je parle à la presse, c'est que moi, j'évite de citer des noms premièrement et j'évite d'accuser des gens. Parce que je veux pas... C'est de l'information publique. Exactement. Je veux pas faire un procès, pardon, la presse, premièrement. Et deuxièmement, je veux pas non plus que des gens se sentent, on va dire, distancés par rapport à ce qui se passe. Moi, comme je l'ai dit, je suis humaniste. Donc, peu importe la couleur de la peau de la personne, s'ils ont de l'empathie et s'ils veulent montrer de la solidarité pour l'action judiciaire que je suis en train de mener, pour la justice qui doit être faite à mon père, écoutez, ils sont bienvenus. On doit parler de Petro-Caribé. Votre papa voulait combattre la corruption. Petro-Caribé, c'est un gros morceau dans la question de la corruption. Petro-Caribé rapide, c'est un programme que le Venezuela avait mis à la disposition des pays du Sud, programme au terme duquel le Venezuela vendait du pétrole à bon prix et le pays qui recevait ce pétrole pouvait le revendre à un prix Y et payer par tempérament. Ce procès Petro-Caribé, le public le voulait. Et on a l'impression que votre papa, vous me corrigerez, à chaque fois avait le pied sur le frein. Quelle est votre réponse? Je me rappelle quand ce dossier est sorti dans la presse, même internationale, j'étais à Montréal, j'étais à l'aéroport, j'allais rentrer à Port-au-Prince, et puis je mangeais quelque chose et je lève les yeux vers la télévision, puis je vois mon père. Je vois l'image de mon père, j'enlève mes écouteurs, et là ils disent que le président d'Haïti accusé de corruption sur le dossier Petro-Caribé et tout. Là, je me suis dit, il va falloir que je rentre rapidement. J'avais un stop à New York que j'ai fait. J'ai pris les journaux. Il y avait là encore, première page du journal, je ne me rappelle plus c'était quelle presse. Il y avait encore la photo de mon père à New York. J'étais, oh, c'est sérieux. Exactement. Là, je rentre à Port-au-Prince. Le soir même, je passe voir mon père. Et je lui ai posé la question que je crois que tout fils digne du rôle, le fils devrait poser à son papa. J'ai demandé à mon père, est-ce que tu as quelque chose à voir avec cette question de corruption sur Petro-Caribé? À laquelle question, il m'a dit premièrement qu'il a été surpris que je viens de lui poser la question. Je ne lui ai pas demandé comment on pourrait dire ça, de brosser pour moi ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Il m'a dit, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Et maintenant, je vais essayer de répondre pour moi. Premièrement, lui, il m'a dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Je me rappelle bien de cette fameuse période où il y avait l'argent Petro-Caribé qui était disponible en Haïti pour plusieurs investissements
Et je me rappelle bien qui était au pouvoir, je me rappelle bien qu'est-ce qui se faisait, et je me rappelle bien à l'époque aussi que faisait mon père. Mon père était au nord-est. Il dormait dans une chambre à peine plus grosse que celle-là. Okay? Une chambre que moi aussi j'ai dormi dedans quand j'ai commencé mes projets agricoles au nord-est. Il était sur sa plantation de bananes. Mais le projet venait juste de commencer. Donc il fallait tout faire de A à Z. Il était complètement pris par cette histoire, par sa recherche de financement, par ses voyages pour rencontrer les potentiels fournisseurs en hydraulique ou les potentiels fournisseurs en semences. Donc, comment la même personne qui était aussi prise par la réalisation de ce projet Agritrans pourrait en même temps avoir quelque chose à voir avec on va dire, je sais pas, une dépense corrompue de cet argent. À ceci, je vous relance. La Cour supérieure des comptes a publié des rapports dans lesquels votre papa a été personnellement nommé. Cette fameuse signature dans laquelle votre papa a signé comme ingénieur. On répond quoi à ça? Il a signé comme ingénieur. J'ai pas vu le rapport, personnellement. Mais vous avez entendu parler de ça? J'en ai entendu parler. Ce que j'ai vu, par contre, sur le rapport de la Cour supérieure des comptes, oui. C'est l'utilisation, je crois, du même numéro de patente pour deux entreprises différentes. À partir du moment que moi, personnellement, je suis tombé sur cette information, je me suis dit, il n'y a rien de sérieux qu'ils essaient de faire. Donc, c'est voilà, c'est ce que je me suis dit. Moi, c'est ma façon d'analyser les choses. Quand je suis face à une situation, j'essaie de voir en profondeur si les gens qui sont derrière l'information qu'ils essaient de véhiculer, ils ont quelque chose de sérieux à faire passer. Et quand vous allez prendre le même numéro de patente pour utiliser pour deux entreprises différentes, ben écoute, si c'est la page où il y avait le mensonge, puis il y avait 360 autres pages qui avaient la vérité, moi je ne vais pas lire les autres 360 pages. On y va en rafale. C'est quand la dernière fois que vous aviez parlé à votre papa ou que vous l'avez vu? Malheureusement, quand vous parlez de ça, quand vous dites dernière fois, pour moi c'est très difficile parce que des fois j'imagine que ça ne peut pas être une dernière fois. Vous pensez que c'est un cauchemar? Exactement. Je pense à un moment donné, je vais avoir la chance de parler encore une fois. Si vous voulez... Non, ça va. En fait, ça a été le mardi 6. Le mardi 6, je venais de rentrer du Nord-Est. Donc la veille. La veille, exactement. Je l'avais appelé un matin parce qu'il y avait un ami commun qu'on avait qui m'avait notifié qu'il y avait une mauvaise version de la nouvelle constitution pour le référendum qui circulait dans la presse. Alors, je l'avais appelé pour juste m'informer, pour savoir s'il était au courant qu'il y avait une mauvaise version. Il m'a rappelé en après-midi, j'étais en train de me reposer. Il m'a dit que bon, voilà. Je lui ai dit, ben, voilà pourquoi je t'ai appelé, parce qu'il y a une mauvaise version de la constitution et tout. Il me dit, oui, je suis bien au courant, on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas encore vu, la mauvaise version. Est-ce que tu peux demander à notre ami commun de t'envoyer une copie de la version, de la mauvaise version de la constitution? Je lui ai dit, écoute, ce sera fait. On a discuté des affaires. Il m'a demandé comment ça avance avec mon projet. On a parlé de la famille aussi. Il m'a demandé comment va ma petite fille. Il faut dire que mon père était très proche de sa petite fille. C'est l'unique petit enfant qu'il a. Parce que vous êtes l'aîné, bien sûr. Exactement. Il appelait, je reviens le parenthèse que je fermais rapidement, il appelait les dimanches matins en FaceTime juste pour voir ma fille quand il n'avait pas le temps de la voir physiquement. Donc, il me demandait toujours comment on allait. Et ce mardi, justement, on en a parlé. Et après, je ne sais pas pour quelle raison, je lui ai dit, ben écoute, je passerai voir en fin de semaine, premièrement, et deuxièmement, sois prudent. On se disait toujours ça. Et là, nous sommes mardi. On est mardi, le 6. Après-midi, 5-6 heures? Non, 3-4 heures. Entre 14 heures à 18 heures. Entre 14 heures à 15 heures. Et votre papa avait-il un pressentiment de ce qui allait, par le timbre de voix, par l'intonation, par les propos? A posteriori, votre papa avait-il une prémonition de ce qui allait arriver? Lors de notre dernière conversation, non. Parce que sa voix était vraiment claire. Je me rappelle bien, il buvait de l'eau pendant qu'il me parlait. Donc, un homme relaxé. Et il n'y a pas eu une conversation trop sérieuse non plus, comme on a l'habitude d'en avoir genre sur les grandes décisions de chacune des personnes. Mais il faut dire, les 90 jours qui ont précédé l'assassinat de mon père, il a pris des dispositions que nous, en tant que jeunes, on n'avait pas compris. Rien nous a allumé l'esprit. Mais il savait qu'il y avait un danger imminent qui reposait pas seulement sur lui, mais sur sa famille. Quelle
dispositions avait-il prises? Par exemple, il y a une voiture qu'utilisait ma conjointe pour amener ma fille à l'école. Ma conjointe a eu un accident. Et puis, la pare-brise avant avait des fissures. Mon père me demandait justement comment allait ma fille à l'école. Je lui ai dit tout va bien, c'est juste que la pare-brise avant, on a commandé la pare-brise, mais ça prend du temps pour arriver et tout. Il m'a dit, on va pas prendre ce risque. On va pas laisser Jouvia, ma fille s'appelle Jouvia, se rendre à l'école avec une voiture blindée, mais avec la pare-brise fissurée. Il a pris les dispositions, il m'a fait trouver une voiture rapidement pour que ma fille puisse se rendre à l'école. Il s'informait aussi pendant les 90 jours qui précédaient son assassinat. Il s'informait du chemin que je prenais pour aller à mon bureau. Il me demandait si j'étais bien au courant, bien informé des personnes qui fréquentaient l'immeuble où se situait mon bureau. Et il nous disait souvent, même pendant qu'on célébrait son anniversaire le 26 juin, 2 semaines avant son assassinat, il nous disait que n'importe quelle personne qui allait poser des gestes à l'avantage du peuple haïtien allait se mettre fatalement en danger. Donc c'était ces mots les 90 jours avant. Et vous les interprétez maintenant, ces mots-là, a posteriori, comme étant des propos prémonitoires. C'est comme qu'il sentait un certain nombre. Oui, c'est soit il avait des informations, il comprenait aussi que... Et puis il voulait peut-être pas vous affoler. Oui. Votre papa, on sait, on va pas refaire l'histoire, a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Vous avez appris ça comment? Au téléphone, tôt le matin, au téléphone, je dormais, c'est ma soeur qui m'a appelé. Elle m'a pas dit que mon père était assassiné, elle m'a dit que la maison était sous attaque. Donc, et à ce moment-là, il a déjà été assassiné? Non, parce que moi, j'ai essayé de l'appeler au téléphone. Ça disait que la personne que j'essaie d'appeler est au téléphone. Il est encore vieux. Et il y a des détails que je vais pas donner lors de l'entrevue parce que ces détails vont être utiles à l'avancement de l'enquête. Je comprends. Mais voilà, ça a été un choc. Ça a été... c'est inimaginable. Et vous-même, selon l'une de vos entrevues, avez été en danger aussi. On a tiré sur votre voiture. Oui, on avait 2 voitures. On se dirigeait vers l'ambassade la plus proche. Et voilà, il y avait... j'en parle encore, puis je suis sous choc parce qu'il y avait ma femme et ma fille dans la voiture. Et j'essayais justement, avec la nouvelle que je venais tout de suite d'avoir, que mon père s'était assassiné, je me suis dit, ben écoute, l'objectif ultime pour ce soir, c'est rester en vie, puis garder ma famille en vie. Et j'essayais aussi d'avoir au téléphone le plus souvent possible mon frère, ma soeur et ma belle-mère parce qu'elle était blessée. Mais c'est ça, il y avait un genre de barricade enflammée. Puis on a ralenti et ça a commencé à tirer de partout. On a dû faire des manœuvres d'urgence. Les 2 voitures se sont percutées, mais ensuite on a pu justement s'en sortir. Et je me rappelle encore de la voix de ma femme qui m'appelle parce qu'elle a dû déposer ma fille sur le plancher de la voiture de peur que des balles traversent. Avez-vous vu le cadavre de votre frère? Avant de laisser le pays le 7 même, j'ai pas eu le temps de le voir personnellement. Les autres membres de la famille, à mon retour pour les funérailles, oui, j'ai eu le temps de le voir et je l'ai personnellement habillé aussi. Je n'ose pas m'imaginer ce que vous avez vécu. Les funérailles ont eu lieu, vous avez décidé de mettre sur pied un cabinet d'avocats pour les suites légales, tant en Haïti qu'à l'international. D'abord, je fais le constat, votre belle-mère s'est constituée partie civile et embauche des avocats, et vous-même vous embauchez un cabinet devant travailler sur le dossier tant en Haïti qu'à l'international. Pourquoi on ne fusionne pas les 2 dossiers? Premièrement, on m'a souvent posé la question depuis ma constitution en partie civile et la plainte que j'ai portée. Premièrement, parce que moi, j'ai voulu avoir j'ai voulu rendre service personnellement à mon père en tant que fils, ok? Et j'ai voulu prendre les risques aussi. C'est comme une façon pour moi de dire à mon père, je ne vais pas t'abandonner, ok? Comme je t'ai habillé, je suis resté proche de toi, puis je vais continuer à rester proche de toi. Il n'y a pas de contradiction entre ma démarche et la démarche de ma belle-mère. Elle est bien au courant de ma démarche et elle est totalement en accord. Et tout comme moi aussi, j'étais au courant de sa démarche avant même que le document ait été déposé, j'étais au courant. Puis je suis en accord. Donc, c'est vraiment, il faut dire qu'on est à la recherche du même résultat.
de mon point de vue, on est à la recherche du meilleur résultat. Maintenant, pourquoi moi je vais chercher un cabinet d'avocats international aussi? C'est parce que on parle d'un crime contre l'humanité, on parle d'un crime transnational, on parle d'un crime international. Premièrement, parce qu'il y a eu des étrangers qui, selon les rapports, étaient présents sur les lieux, puis qui ont participé à l'acte. Mais deuxièmement, parce que là, on parle des droits humains. Okay? Si on parle de la Déclaration des droits de l'homme, je pense que l'article 3 stipule que tout être humain a droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Donc, sur la base de cet article, les droits primaires même de mon père ont été violés. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler non seulement à mes frères haïtiens, mais aussi à mes frères africains, mais aussi aux gens du monde entier, parce que ce qui s'est passé en Haïti le 7 juillet dernier n'est pas un problème haïtien, c'est un problème humain. Donc, j'aime tout ce que vous dites et je suis d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs pour cela que je vous reçois sur le plateau. Il faut qu'on obtienne justice pour votre papa. Et en disant qu'on doit obtenir justice pour votre papa, je veux qu'on obtienne justice pour tous ceux qui sont assassinés dans des circonstances nébuleuses. On est en train de clore l'émission. J'ai une dernière question pour vous avant de vous demander qu'est-ce que vous attendez de nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que vous attendez? Une dernière petite question. Les gens vont dire, écoutez, ce qui est arrivé à votre papa, pour regrettable qu'il soit, tout le monde le condamne, mais on dirait que c'était la chronique d'un assassinat annoncé parce que on a l'impression qu'à un moment donné, votre papa dirigeait le pays en autocrate et qu'il a fini par phagocyter toutes les institutions du pays, y compris l'institution de la justice. Encore une fois, vous n'êtes pas votre papa. Une réponse courte et rapide, il faut la poser, cette question. Oui, premièrement, il faut dire que mon père a toujours été une personne qui prenait ses responsabilités en main. Il savait qu'en tant que président, il avait des responsabilités, mais en même temps, chaque responsable d'autres institutions étatiques du pays avait leurs propres responsabilités. Comme, je ne vais pas citer les institutions pour ne pas pointer du monde du doigt. Donc, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, plusieurs institutions étaient rendues, on va dire, je ne vais pas utiliser le mot caduc, mais dysfonctionnel. Le Parlement. Exactement. C'était en rien la faute du président de la République. Et là, je parle en tant que citoyen. Parce qu'en tant que citoyen, je suis bien au courant que l'exécutif avait transféré un projet d'élection pour les élections parlementaires qui a été retourné à maintes reprises vers l'exécutif qui n'a jamais été voté par le Parlement. Donc, c'est pour dire que, je ne vais même pas dire indirectement, directement, ils se sont mis dans la situation que plus tard, ils sont caducs. Exactement. Encore une fois, je ne veux pas vous relancer là-dessus. Ce n'est pas votre mandat, ce n'est pas votre bilan. Monsieur Jovenel Moïse, on va clore l'entrevue. Qu'est-ce que vous attendez de nous là? Qu'est-ce que vous attendez des auditeurs, des auditrices, de ceux qui regardent en direct ou qui vont regarder? Et ils sont de tous les coins du monde. Parlez-leur. Si je devrais résumer en un mot ce que j'attends de tout le monde, de tous les êtres humains, dans le fond, c'est la solidarité. Pourquoi je parle de solidarité? Parce que premièrement, le cas de mon père n'est pas un cas isolé. Comme vous avez parlé tantôt au début de l'entrevue, vous avez parlé d'une vingtaine de présidents africains pendant les 50 à 60 dernières années qui se sont fait assassiner pendant qu'ils étaient encore en fonction. Et il faut dire, il faut envoyer un cri d'alarme dans le fond. On est rendu à un niveau où il faut que les gens comprennent que c'est inacceptable. Premièrement, un homme, et deuxièmement, un chef d'État. On parle d'un chef d'État élu démocratiquement d'une république libre, la République d'Haïti. On ne peut pas accepter ces genres d'actes et on reste là les bras croisés. Et pour pouvoir justement bousculer le système judiciaire haïtien et ensuite même bousculer le système judiciaire international, il va falloir de la solidarité. Il va falloir que tout le monde s'engage. Il va falloir que les gens y comprennent que ce qui s'est passé en Haïti n'est pas un problème haïtien, c'est un problème humain.
On peut regarder plusieurs, malheureusement, actes pareils qui ont été perpétrés dans les décennies précédentes. On peut parler aussi du cas Thomas Sankara, le Che Guevara africain, comme ils l'ont appelé, mais il va falloir remédier à cette situation. Il va falloir que les institutions étatiques, tant que nationales et internationales, s'intéressent un petit peu plus, premièrement, à cette quête de justice, et il faut aussi tracer un exemple. Il faut laisser un précédent pour les générations à venir. Il faut que, dans le futur, des gens qui pourraient imaginer, qui pourraient penser, financer ou même passer à l'acte pour assassiner un président, peu importe le pays dont le président il est élu, il faut qu'ils se disent, en 2021, le 7 juillet, il y a un groupe qui avait fait pareil, et voilà ce qui les a arrivés. Donc, c'est ce précédent qu'on veut laisser dans le fond. Et pour ce faire, il va falloir la solidarité de tout le monde. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés sur notre chaîne jusqu'à cette présente minute. Nous remercions notre invité, M. Joverlin Moïse. Encore une fois, nos condoléances, nous vous souhaitons du courage. Ça va être long, mais sachez que nous allons vous accompagner dans ce pèlerinage. Si nous le faisons, ce n'est pas seulement parce que celui qui a été assassiné était un président. Oui, ça touche parce que c'est une institution. Et il va falloir que ça arrête après plus d'une vingtaine de chefs d'État qui ont été assassinés. Si nous le faisons, et notre invité l'a rappelé, c'est tout simplement parce que la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Élevons-nous au-delà de nos chapelles politiques, élevons-nous au-delà de nos réserves politiques que j'avais vis-à-vis de Feu le père de Joverlin Moïse et défendons la justice pour que cet assassinat en soit le dernier. Mon nom est Jean Fils-Aimé. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Likez si vous avez apprécié. Sharez, partagez cette émission. Nous voulons maintenir la pression sur ceux qui doivent faire justice. Et en particulier sur mon pays d'Haïti, où on fait une espèce de simulacre de justice. C'est moi qui le dis, c'est pas le mot de mon invité. J'assume ce que je dis. Ce qu'on voit là n'est même pas le début de commencement d'une vraie justice. C'est de la foutaise. Et on va maintenir la pression régulièrement. Je vous l'avais promis le 7 juillet pour que cet assassinat-là ne disparaisse jamais de la confiance humaine. Je sais que pour qu'un tel crime ait été commis, il faut qu'il y ait des commanditaires, il faut qu'il y ait des planificateurs, il faut qu'il y ait des exécutants. Moi, je vous le dis, en maintenant cette affaire sur la map, on va faire qu'aucun de ces hommes et de ces femmes ne soit en paix jusqu'à ce qu'on commence à les arrêter. Qu'ils soient des nationaux ou des internationaux, il faut maintenir la pression. On va revenir régulièrement sur ce sujet. Merci encore une fois d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Mon nom est Jean Fils-Aimé. Au revoir. Bye bye.